Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et pour discuter et analyser toutes les nouvelles qu'on va vous présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Azzohiri, vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer aujourd'hui par une nouvelle très importante. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint d'envoyer une chaîne d'approvisionnement au Soudan après les catastrophes dans ce pays à cause des inondations qui ont inondé beaucoup de villages et obligé des dizaines, peut-être des centaines de familles à quitter leur famille. Voilà, l'Égypte a décidé d'envoyer une chaîne d'approvisionnement de denrées alimentaires, de médicaments. Plus de 90 camions transportant ces denrées sont sur leur chemin vers Khartoum pour que ça soit distribué sur les régions les plus démunies. Monsieur Amr Azzohiri, voilà, qu'est-ce qui se passe au Soudan exactement? Actuellement, la situation au Soudan elle est difficile à cause des inondations auxquelles s'ajoutent des nouvelles régions jour après jour. Donc, elle n'est pas finie. À côté de cela, il y a à cause des marées qui se forment, donc un retour du paludisme et des choléra peut-être, on ne sait pas, des maladies qui ont été éradiquées depuis longtemps. Donc la situation, il y a de l'urgence pour aider le Soudan. Et comme l'Égypte considère le Soudan, c'est une continuité ou un seul peuple qui est partagé sur plusieurs pays, donc le président a fait en sorte que ces aides humanitaires soient envoyées en toute urgence, soit par la voie aérienne. Donc il y a 5 cargos qui ont emporté des aides humanitaires et des tentes et des aides de première nécessité en toute urgence. Donc ce qui était l'apport du ministère de la Santé et puis le ministère de la Défense égyptienne, les deux. Et puis il y a les 90 camions qui en première urgence, qui est sur la route pour Khartoum. Très bien. Et la situation actuelle, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est la saison qui dure jusqu'en octobre. Oui, et puis il y a le nord du Soudan qui s'ajoute pas mal des zones inondées. Donc les gens, ils ont été appelés à quitter leur domicile. Et donc il y a de nombreuses familles en besoin d'aide d'urgence. Et l'Égypte, c'est dans son devoir africains, arabes et égyptiens également, d'aider le Soudan comme remettant des aides à nous-mêmes. Donc cela est un minimum à faire pour ce peuple frère et uni par le sang et par beaucoup de liens pendant des siècles. Bon, on passe à un autre sujet, c'est concernant l'élection de Madame Liz Truss à la tête du parti au pouvoir en Grande-Bretagne. Et à cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait féliciter Madame Truss pour avoir remporté ces élections, pour être à la tête du gouvernement britannique. Voilà, Liz Truss. Ouais. C'est un nom très connu quand même. Oui, c'est la ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne qui reprend le poste du Premier ministre. Elle est restée fidèle à l'ex-Premier ministre Johnson jusqu'à la fin, malgré toute accusation de mensonge, soit sur le dossier des faits qui ont été faites pendant le confinement du Covid ou dans ce qui a suivi de l'ignorance de ce qui a été fait par l'un de ces hommes attitrés pour un poste important dans le gouvernement britannique. Mais elle est restée fidèle, jusqu'à la fin.
pas comme l'autre candidat, donc le ministre des Finances, qui était une des causes de la démission donc, directe à cause de l'accumulation des fautes de mensonges, etc. Donc, elle restera donc. Mais on ne sait pas trop. Elle représente en quelque sorte, comme elle vient de la branche libérale du Parti conservateur, elle pourrait être une sorte de nouvelle Margaret Thatcher du jour. C'est ce que la presse dit. Voilà. Oui, également. Donc on ne saura pas trop parce qu'elle change d'avis, elle se forme à travers les années. Au début, elle n'était pas pour le Brexit. Maintenant, après avoir donc rejoint M. Johnson, elle a été fidèle à ce... Si on parle des relations égypto-britanniques, il y a le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité tout de suite Madame Strass pour cette victoire. Ouais. Là, il y a une grande histoire entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Y aura-t-il beaucoup plus de coopération entre les deux pays sous le règne ou bien la présidence de Madame Strass? Sans doute. Il n'y a aucun doute à ce propos. La Grande-Bretagne reste l'ancien force coloniale, ou de la dernière, avant l'indépendance de l'Égypte. Donc on a des relations qui ont duré beaucoup des années. On a des traces de notre civilisation au British Museum, et donc le musée londonien le plus connu au monde, dans l'histoire de l'archéologie. Et il y a beaucoup de dossiers, ou de nombreux dossiers de coopération qui sont en cours, qui ont été poursuivis pendant des années et des décennies, et qui vont continuer à y être présents dans la relation qui nous aligne ou nous met en contact avec les Britanniques. Mais la priorité, sans doute, pour elle, c'est gérer la question de l'arrêt des Russes pour fournir à l'Europe du gaz et de l'électricité. Donc il y a à ce propos une priorité interne à la première ministre britannique à regarder d'abord dans les dossiers intérieurs avant de se lancer dans des projets de coopération ou d'autres dossiers plus sans doute importants pour l'humanité, mais moins importants pour le voteur ou le citoyen britannique. Parfait. On va passer à un autre sujet. Cette fois-ci, c'est un sujet purement local. Il s'agit de l'économie égyptienne qui croît à une grande vitesse. Nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6% du PIB au cours de l'année fiscale 2021-2022, soit le taux le plus haut depuis 2008, contre une moyenne de 3,2% sur les marchés émergents. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maït, lors d'une conférence de presse la semaine dernière au siège du ministère. Salih Ahmed et Perihan Farou nous donnent les détails. L'économie égyptienne se porte bien, a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït, revenant sur les indicateurs macroéconomiques de l'année fiscale 2021-22, indiquant avoir réalisé un taux de croissance de 6,6% du PIB au cours de cette période. M. Maït a voulu répondre aux rumeurs selon lesquelles l'économie égyptienne se trouve dans une impasse au lendemain de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Il a effectué certaines projections sur l'année 2022-2023 jusqu'en 2025-2026, établissant des comparaisons tantôt avec les années fiscales précédentes, tantôt avec d'autres régions du monde.
Nous sommes sur la bonne voie et l'économie suit une courte ascendante. La flexibilité de l'économie égyptienne nous a permis de relever les défis mondiaux actuels. Nous faisons de notre mieux pour contenir les séquelles de la crise mondiale et pour minimiser l'impact de l'inflation importée de l'étranger, a indiqué le ministre des Finances. L'ajustement des dépenses publiques, la hausse du plafond des exonérations fiscales et l'attribution d'allocutions pour les plus démunis, ce sont là les grandes lignes du bilan budgétaire de cette année. Les chiffres parlent d'entre eux et on voit une courbe ascendante dans la plupart des indicateurs. La hausse de la croissance s'est traduite par un recul du taux de chômage à 7,2% en juin 2022. Le déficit budgétaire estimé à 472 milliards de livres égyptiennes est passé de 13% du PIB en 2012-2013 à 6,1% en 2021-2022. Il devrait atteindre 6% en 2022-2023. Le déficit budgétaire est à son taux le plus bas depuis des années, a déclaré le ministre des Finances, qui prévoit une baisse du déficit à 5,6% en 2023-2024 et à 5% en 2024-2025. L'Égypte a réalisé un surplus primaire pour la 5e année consécutive de 100 milliards de livres égyptiennes, soit 1,3% du PIB, malgré la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les problèmes découlant du confinement dû au coronavirus. Ainsi, l'Égypte est-elle l'un des rares pays à avoir réalisé un surplus primaire sur les marchés émergents en 2021-2022. Le ministère des Finances projette pour l'année fiscale courante 2022-2023 un surplus primaire de 1,6%. Malgré les chocs externes, nous avons comblé tous les besoins du secteur de la santé, soit 124 milliards de livres égyptiennes, et les investissements publics ont augmenté. 80 milliards de livres égyptiennes sont allés à l'initiative Vie décente et 180 milliards de livres égyptiennes au fonds des assurances et de retraite, a affirmé M. Maït. Les revenus étatiques ont augmenté de 19,6% en 2021-2022 contre une hausse des dépenses de 14,8% seulement. Les revenus fiscaux ont connu une baisse de 18,7% pour atteindre 990 milliards de livres égyptiennes, favorisés par les systèmes fiscaux électroniques comme la facture électronique unifiée. Dans ce contexte, le ministre a déclaré que les amendements relatifs à la taxe sur le revenu seront ratifiés au cours de la prochaine session parlementaire. Cette taxe sera imposée aux catégories de la population percevant 15 000 livres égyptiennes au lieu de 9 000. Il est question d'alléger le fardeau sur le citoyen, a-t-il ajouté. Monsieur Amr Zouheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, réaliser 6,6% comme taux de croissance est considéré comme vraiment un taux très élevé parmi tous les pays émergents, surtout avec tous les problèmes qu'affronte le monde, soit la guerre en Ukraine, soit la pandémie du coronavirus. Oui, c'est vrai. Cela est vrai. Sans doute, on ne va pas faire mentir les chiffres. C'est une importante, on dirait, demi-victoire, mais en quelque sorte, ça reste un exploit. Parce que c'est grâce à un succès, oui, mais également un exploit, parce que depuis des années, par exemple, c'est grâce à la bénédiction de Dieu, parce qu'on est doté également du canal de Suez qui a réalisé depuis plusieurs années le meilleur apport pour le budget égyptien. Également le taux de l'apport des Égyptiens qui travaillent à l'étranger, donc cela a été pas mal également. Donc déjà, cela démontre le sérieux de l'économie égyptienne, que c'est une économie qui résiste malgré tout ce qu'il y a dans le monde.
et tout ce qui était imprévu, notamment la guerre d'Ukraine qui a fait envoler pas uniquement le prix du gaz et du pétrole, mais également des grains et du blé, etc., de ce qui était de première nécessité pour l'Égypte. Donc on a souffert de tout cela. Cela se balance avec un taux d'inflation qui est malheureusement, à cause de ce qui se passe dans le monde, avec cette guerre qu'on ne sait pas vers où cette guerre va nous amener, et notamment après l'hiver de cette année en Europe, on verra. Mais cela reste un exploit de l'économie égyptienne à glorifier et à montrer du doigt que cela explique que on réalise des choses et on travaille sérieusement. Donc, dans ce qui a avancé le ministre du Budget et des Finances, il y a deux choses donc, à faire ou à prendre en considération. La première chose, sans doute, à côté de cela, c'est cette baisse donc, de déficit est également due à l'augmentation du budget. Donc le budget global a augmenté d'une manière assez significative, donc la baisse également. Donc cela, c'est un premier point. La deuxième chose également importante en parlant de ce qui a été versé pour la santé, c'est grâce à ce qui a été mené à travers la politique, par exemple, d'augmentation des prix des cigarettes. Cela a peu aidé le budget qui est dû à le ministère de Santé à être majoré. Mais malheureusement, il n'est pas comme prévu un total financement à travers cette augmentation du tabac. Donc malheureusement, des fois, ce qui est dû du ministère des Finances au ministère de la Santé, il est réduit. Donc on espère cela va être corrigé dans les budgets des années à venir. Et l'idée de prendre un plan quinquennal ou de plusieurs années à l'avance, c'est très important pour réaliser les meilleures performances économiques du pays. Là, quand même, le rapport du ministre Mohamed Maït, le ministre des Finances, a parlé du taux de chômage, qui a beaucoup baissé par rapport aux années précédentes. Comment ça se fait, puisque vraiment avec la pandémie et avec la guerre de l'Ukraine. Oui, et il y a également une deuxième chose qui a été primordiale et très importante dans ce budget, ou l'augmentation de ce budget, c'est la politique du pays et du gouvernement de la digitalisation et de faire entrer tout ce qui était dans l'économie parallèle, dans l'économie principale du pays. Donc cela a été une des raisons qui ont glorifié ce budget. Vous m'avez dit là que le taux de chômage, cela démontre d'un côté très important la volontariat de la population égyptienne de trouver un travail. Donc, et leur volonté à faire de leur mieux pour baisser ce taux de chômage. Mais cela reste un indicateur qui pourrait être faussé par exemple les salaires qui ne sont pas à la hauteur des efforts fournis ou du travail réalisé, donc il y a eu des salaires basses à ce niveau, et également le taux de ceux qui sont les nouveaux diplômés qui entrent le marché du travail. Cela, il faut, à ce chiffre très important du chômage, il faut le mettre sous la loupe et voir comment il s'est évalué pendant les années passées et les années à venir. Parce que
le but de notre gouvernement et notre pays, c'est de trouver des CDI et des travaux qui peuvent durer dans le temps, qui sont les métiers du futur. Donc cela pourrait se réaliser dans l'ensemble, parce que il y a par exemple, pour cette année ou l'année dernière et celle d'avant également, des choix ciblés au niveau des technologies, etc., pour les nouveaux entrant dans les universités. Donc, et également, on attaque plusieurs dossiers ou plusieurs industries pour la faire replanter et remettre dans le pays, comme l'industrie maritime, la construction de bateaux, etc. Donc il y a beaucoup comment dire, des horizons qui s'ouvrent. À côté de cela, il y a une volonté de la population de trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins dans une situation économique difficile, accentuée par une situation étrangère difficile. On va prendre une petite pause et puis on va continuer notre discussion sur ce sujet très important. À tout de suite. Des assurances et des fonds de pension. El Kobbej a ajouté que les dépenses totales consacrées à ces activités par le budget général de l'État ont augmenté au cours des dernières années, atteignant près de 500 milliards de livres dans le budget de l'exercice en cours. Elle a également passé en revue l'évolution du programme Takaful wa Karama au cours des 6 dernières années, notamment au regard du quasi-doublement de son budget. Le président El-Sisi a également fait le point sur la situation actuelle des stocks stratégiques de produits de base, en particulier les céréales et les huiles. Et le ministre de l'Approvisionnement a expliqué que le stock de ces produits est suffisant pour une période de 7 mois, soulignant que le développement par l'État de ses capacités de stockage à travers la mise en place du nouveau système de silos s'est clairement traduit par la capacité de l'État à faire face aux urgences et aux crises et répondre aux besoins nécessaires pendant la pandémie de coronavirus et la crise russo-ukrainienne. Depuis 2020, le monde vit des moments terribles. Voilà la pandémie du coronavirus qui a, si je me permets de dire, le monde a fermé le monde. Ouais. Il n'y a plus de commerce, etc., etc., ce qui a causé bien sûr du chômage. Et puis la guerre en Ukraine qui a causé surtout que les prix ont augmenté, ont explosé partout dans le monde. Et là, tout pays a entrepris des mesures pour protéger les gens les plus pauvres et les classes les plus démunies dans la société, oui, sans doute. L'Égypte, qu'est-ce que exactement l'Égypte a fait pour la protection civile? Oui, même avant la coronavirus 2020, en 2019, il y a eu l'idée de Haya Karima, qui est la vie digne, une vie digne, qui était vie décente, qui était aussi une initiative très importante. Et également, il y a Kullana Wahed qui est en marche actuellement, par exemple, pour les fournitures scolaires comme une sorte de back to school à l'égyptienne. Donc c'est des idées qui s'accumulent et qui font du bien pour la société et pour l'individu égyptien, donc le citoyen. Sans doute c'est important, mais je pense dans le futur prochain, cela pourrait manifester une coordination plus directe entre ces différentes initiatives, et également
en introduisant des organismes du sorte l'AMPE ou une agence nationale pour le travail, par exemple, pour sauver donc le chômage ou atteindre de meilleurs chiffres à ce niveau. Et également, par exemple, si on revient au chômage, le tourisme qui devrait, et qui, dans le budget de cette année, a commencé à donner des chiffres qui ne sont pas très mauvais, en comparaison avec l'histoire de l'Égypte dans le tourisme. Donc, ce pourrait être dans le futur des atouts pour le budget égyptien. D'un autre côté, ce qui fait le président actuellement est très important, mais il fait une base, une sorte de base de données, comme ça, au futur. Cela pourrait être restreint, pas dans une sorte d'exclure des gens démunis, mais en posant sous la loupe chaque cas par cas, chaque famille, etc., en les aidant à atteindre les objectifs de toutes ces initiatives accumulées. En fait, ils ont toutes le même but. C'est d'améliorer donc le statut social de la population égyptienne, le statut économique, financier et de l'habitat, et également fournir ce qui est nécessaire de ce qui le rôle de l'État de fournir, comme l'eau, le gaz et l'électricité. Après, le prix, c'est comme par exemple, on voit en Europe actuellement, le gouvernement sont en train de promettre dans leur budget des sommes très importantes pour éviter des vraies catastrophes à l'hiver prochain, par exemple. Donc, cela était presque la même idée du président Al-Sisi au niveau de ce qui a posé le Covid comme défi pour l'économie égyptienne. Et puisque cette fermeture qui malheureusement continue, par exemple en Chine aujourd'hui, il y a encore des villes entières qui souffrent d'enfermement à cause de cela. Donc cela affecte également les chaînes de provisionnement des biens et des services et donc des produits venant de Chine. L'économie mondiale. Exactement. Donc c'est plus que un problème égyptien. C'est un problème mondial qui se pose aujourd'hui avec la continuité dans la crise russo-ukrainienne. Donc malheureusement, sans un accord ou sans des négociations permanentes pour résoudre ce conflit, les 6 mois qui ont été promis par le président pourraient s'allergir à être 1 an, etc. Et cela affecte le budget du pays. Mais sans doute, c'est des aides de première nécessité que ni les citoyens égyptiens pourraient se passer, ni le président dans son rôle ne peut pas le fournir. Mais un autre point très important également à ce niveau, au niveau du budget et de ce qui pourrait se réaliser au niveau de cela, c'est, comme je vous ai dit, la coordination entre les ministères. Donc, par exemple, celle qui fournit, ou nous sommes tous un ou tous unis, qui fournit les fournitures scolaires, par exemple. Pour les produits alimentaires. Alimentaires également, ils font tout, mais principalement en ce moment, c'est pour les écoles. Ils doivent se mettre en coordination avec les autres initiatives comme qui fournit un revenu minimum aux familles les plus démunies, comme qu'on vient de citer exactement, Takaful Karam, ou comme Haya Karima, une vie décente, comme vous dites, qui également, dans laquelle il y a pas mal de volontaires, et puis des NGO, des organisations non gouvernementales, qui devraient s'allergir à cette base et à travers cette volontariat, ça pourrait au futur, dans d'autres contextes, instaurer la base de volontariat
même au niveau des gens qui ont fini leur carrière, etc., mais ils ont de temps libre, qui peuvent par exemple enseigner pendant 4 heures dans une école ou faire ce qu'ils peuvent pour améliorer. Donc, cette volontariat est bien, on aura besoin et bien donc quelque chose de très bénéfique pour la société et qui pourrait s'accentuer dans le futur, comme base par exemple d'un entraide sociétale qui pourrait récompenser ou baisser les recettes à payer pour ces crises répétitives Depuis 2020, il n'y a que des crises. On passe à notre troisième sujet concernant le développement durable, qui est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les objectifs du développement durable exigent de travailler dans un esprit de partenariat et de pragmatisme afin que nous puissions faire les bons choix pour améliorer durablement la vie des générations futures. L'Égypte, dans ce contexte, a lancé pour le développement durable la vision Égypte 2030, dont l'objectif est de placer le pays parmi les 30 premiers au monde en matière de développement économique et social et de lutte contre la corruption en tenant compte des dimensions politiques, économiques et environnementales. Le développement durable est un terme qui a atteint le stade de l'universalité car en 2015, tous les États membres de l'ONU ont adopté les objectifs du développement durable pour éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et construire des sociétés plus pacifiques et plus prospères d'ici 2030. Ainsi, les objectifs du développement durable sont des objectifs mondiaux car ils appellent tous les pays à créer un monde qui répond aux besoins du citoyen d'aujourd'hui et préserver ce qui est nécessaire aux citoyens de demain. Les objectifs du développement durable exigent de travailler dans un esprit de partenariat et de pragmatisme afin que nous puissions faire aujourd'hui les bons choix pour améliorer durablement la vie des générations futures. L'Égypte a lancé pour le développement durable la vision Égypte 2030, dont l'objectif est de placer le pays parmi les 30 premiers au monde en matière de développement économique et social et de lutte contre la corruption, en tenant compte des dimensions politiques, économiques et environnementales. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé plusieurs initiatives et campagnes nationales. Il s'agit d'abord de la campagne 100 millions de santé contre l'hépatite C. Le ministère de l'Enseignement supérieur a participé à la campagne à travers 110 hôpitaux universitaires dans tous les gouvernorats. Il y a ensuite l'initiative Haya Karima ou Vie décente, dont le but de prendre soin des citoyens les plus nécessiteux. L'initiative comprend plusieurs volets, soins de santé et développement des villages les plus pauvres en offrant des emplois dans les petites et moyennes entreprises. Plusieurs autres initiatives ont été lancées, dont l'initiative des prisons sans femmes endettées qui a ouvert la voie de l'espoir à des dizaines de milliers de femmes endettées dans les prisons égyptiennes, l'initiative visant à fournir gratuitement 1000 unités de dialyse, l'initiative pour détecter l'obésité, le retard de la croissance et l'anémie chez les enfants, l'initiative Nour Hayeh, Lumière de la vie pour lutter contre la faiblesse et la perte de la vision, l'initiative Hôpitaux Modèles en attendant la mise en place du projet d'assurance maladie complète et l'initiative visant à éliminer les listes d'attente dans les hôpitaux. Ces initiatives sont des exemples parmi d'autres. Il s'agit d'un premier pas sur la longue voie du développement durable. Certains ministères ont concrétisé ces initiatives présidentielles en lançant des programmes précis. C'est le cas du ministère de la Planification et du Développement économique qui a lancé le projet national pour le développement de la famille égyptienne 2021-2023. Il comprend de multiples axes et favorise en plus la transformation numérique.
Le périmètre géographique du projet inclut toutes les villes égyptiennes. Ces différentes initiatives qui visent à réaliser les objectifs reconnus internationalement de développement durable ne peuvent être complétées sans la persévérance et le soutien des citoyens et des différents secteurs. Certaines d'entre elles concernent une catégorie particulière, telles les initiatives dédiées aux femmes. Elles pourraient faire l'objet de futurs articles. Monsieur Amr Zouheiri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Développement durable, c'est vraiment... le but ultime. Oui, voilà. Ouais. Alors, comment vous voyez le plan égyptien pour réaliser ce développement durable à travers beaucoup d'initiatives lancées par le président de la République? Déjà, en premier pas, c'est fixer des deadlines pour les objectifs. Déjà, c'est une chose très importante et très bénéfique. Parce que même si ce n'est pas réalisé, on verra à combien de pourcents est réalisé et l'objectif pourrait être atteint, il manque combien de temps. Par exemple, l'initiative qui a été lancée pour planter 100 millions d'arbres d'ici jusqu'à la COP27, c'est un défi que je trouve extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont commencé par planter à Assiout, je pense, si je me souviens bien, 10 000 arbres. Donc, pour atteindre l'objectif, c'est visiblement irréalisable, mais on verra, pourquoi pas. Donc, un objectif pour 2030, c'est très important, même 25, pour toujours justifier et rectifier toute erreur ou tout malfonctionnement dans le système. Donc, ce que je vous vois est très intéressant, c'est, à la fin, c'est avoir une base commune pour toutes ces initiatives, donc du président et des différents ministères, etc. Donc, cela est réalisable, reste réalisable et avance. Donc, un des objectifs ou un des slogans ou des devises de Haya Karima, donc vie digne, c'est la transparence au niveau de réalisation, etc. Donc, et cela dans le service, dans les 400 ou à peu près 400 villages égyptiens les plus démunis où le taux de pauvreté dépasse les 70%. On parle de plus de 70%. 30 millions de personnes égyptiennes. Oui, donc il y a en premier plan cela, et puis d'autres villages où le taux de pauvreté dépasse les 50. Donc c'est en priorité, il y a ce qui est plus urgent, et après ce qui pourrait attendre. Ça ne pourrait pas attendre infiniment, mais ça pourrait attendre quelques années, ou le moment où d'autres intervenants peuvent prendre l'initiative et donc le projet de réaliser à ce niveau de 50% par exemple des œuvres qualitatives, etc. Donc, et cela ne pourrait se faire parce que tout n'est pas uniquement quantifié avec de l'argent. Il y a le temps, il y a l'effort des gens qui pourraient être avec le volontariat, représentant des choses plus valeureuses que le taux d'argent indiqué, mais pourraient être très bénéfiques à ce niveau. Donc cela est une chose à ajouter à toutes ces initiatives qui n'ont qu'un but que remettre le citoyen égyptien à son niveau normal. L'Égyptien actuellement, il souffre avec la grande population ou l'augmentation de la population avec des revenus qui ne sont pas donc limités, qui sont limités, qui ne sont pas illimités, et il vit des moments difficiles. Mais la valeur ajoutée qu'il peut faire pour la société égyptienne, africaine, arabe et mondiale, elle est très importante parce que traditionnellement, l'Égypte c'est un pays où les citoyens sont au niveau de toutes les professions, artisanales ou professionnelles, qui ont, durant des décennies et des siècles, ont démontré une force, une audace et une
une possibilité, un savoir-faire qui reste aujourd'hui un des meilleurs en Afrique, malgré tout, par exemple. Mais dans un contexte économique mondial, on pourrait être plus ambitieux, essayer de réaliser le but de l'Égypte 2030, avec l'ensemble des acteurs qui veulent réaliser des œuvres assez remarquables dans leur pays. On pourrait le faire, et cela démontre une volonté, et également cela demande une volonté de la population d'adhérer et une sorte d'adhésion de la population à ces projets étatiques et présidentiels. Donc c'est réalisable. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amr Zouheli. Je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Toutes ces explications et analyses concernant tous ces dossiers qui parlent surtout de la protection civile des Égyptiens, surtout face à toutes les circonstances très difficiles qu'affronte le monde, si on parle de la pandémie du coronavirus et en même temps la guerre en Ukraine. Et malgré ça, l'Égypte réalise un taux de croissance de 6,6% et travaille très sérieusement pour beaucoup d'initiatives pour la protection civile. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.